Ça semblait impossible il y a encore quelques heures, mais c'est pourtant bien réel. Adrien Rabiot est officiellement olympien. Il vient clore un mercato d'été très animé et très excitant qui nous a clairement rassurés sur l'ambition des dirigeants et sur la tournure positive que prend le nouveau projet, même si évidemment c'est le terrain qui doit confirmer tout ça. Pour revenir à Rabiot, c'est le moment de faire la présentation en revenant sur son parcours, son style de jeu et ses qualités, avant de passer à une analyse plus globale en se demandant pourquoi Rabiot est un énorme coup pour l'OM version Deserbi. De votre côté, dites-moi comment vous imaginez la concurrence au milieu de terrain, sachant qu'il y a Højbjerg, Rabiot, Koné, Kondogbia et Rongier. On imagine que Rabiot et Højbjerg seront titulaires, mais est-ce que vous pensez que les autres peuvent tirer leur épingle du jeu en apportant de la concurrence et en étant des remplaçants très fiables en cas de blessure? Est-ce que vous les pensez capables d'inverser la hiérarchie? J'attends votre ressenti dans les commentaires. On commence sans plus attendre avec un focus sur son parcours comme d'habitude. Né le 3 avril 1995 à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, Adrien Rabiot fait ses premiers pas dans le football à l'âge de 6 ans en rejoignant l'US Créteil, un club où il reste 7 ans, entrecoupé par une saison à Alfortville. En 2008, il est repéré par Manchester City lors d'un stage à Clairefontaine, seulement les Citizens n'ont pas respecté certains éléments de l'accord qui avait été conclu, par conséquent Rabiot n'est resté que 6 mois en Angleterre, avant de revenir jouer une saison à Pau, puis d'intégrer le centre du PSG dans la foulée. Arrivé à l'âge de 15 ans, Rabiot s'illustre d'abord avec les U17 avec qui il a été l'un des grands artisans du titre de champion, et aussi du parcours des U19 jusqu'en finale du championnat. C'est au début de l'année 2012 que sa carrière va prendre une autre tournure, puisqu'Ancelotti demande à faire monter plusieurs jeunes en équipe première pour les observer. Rabiot impressionne Ancelotti et son staff qui décident de lui offrir quelques apparitions sur le banc sur la deuxième partie de saison. Après ça, il signe son premier contrat pro pendant l'été avant de faire ses débuts face à Bordeaux en août 2012. Par la suite, il fait quelques apparitions sur le début de saison 2012-2013, mais insatisfait de son temps de jeu, il demande à être prêté. Il va obtenir gain de cause parce qu'il part en prêt à Toulouse pendant 6 mois. Ça a été plutôt concluant parce qu'il a enchaîné les matchs, il était même indiscutable et il avait d'ailleurs fini la saison en trombe avec 3 passes D sur les 2 derniers matchs. À partir de là, il va prendre une importance croissante au fil des saisons. 27 matchs en 2013-2014, 28 la saison suivante en étant parfois gêné par des blessures. Il va devenir totalement indiscutable par la suite avec 42 matchs en 2015-2016, 38 en 2016-2017 et 50 en 2017-2018. Seulement sa relation avec son club formateur va se tendre de plus en plus la saison suivante parce que Rabiot n'a plus qu'1 an de contrat et une prolongation semble de plus en plus improbable. Il joue 20 matchs sur la première partie de saison avant d'être totalement écarté du groupe pro et de ne plus porter le maillot parisien jusqu'à son départ libre. Il s'en va en fin de saison après avoir joué 227 matchs, remporté 6 titres de champion, 2 coupes de France, 4 coupes de la Ligue et 3 trophées des champions. Il poursuit sa carrière à la Juventus où il devient vite un maillot important du collectif d'Allegri. Il enchaîne les saisons pleines, 212 matchs en 5 saisons, il remporte un Scudetto, 2 coupes d'Italie et une super coupe d'Italie pendant son passage. Il avait prolongé d'1 an l'été dernier, mais cette fois Rabiot se retrouve libre comme l'air. Son nom a été associé à pas mal de clubs comme Milan, l'Atlético, West Ham, Galatasaray, mais c'est finalement à l'OM qu'il s'engage à la surprise générale. Une info qui est tombée de nulle part, qu'on a vraiment pas vu venir parce qu'au départ on était plutôt dans l'optique de retenter Bennacer cet hiver. L'info est tombée et quelques minutes après il y a eu l'accord de principe, comme ça pas le temps de douter. En sélection, il a parcouru toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France, U16, U17, U18, ensuite le U19 avec qui il a été finaliste de l'Euro 2013 dans la même génération que Laporte, Mendy et Martial. Il a enchaîné avec les U20 puis les espoirs avant d'honorer sa première sélection en bleu contre la Côte d'Ivoire en novembre 2016. Avant ça, il avait fait partie des réservistes pour l'Euro 2016 mais Deschamps n'a pas eu à faire appel à lui. Par la suite, il y a eu la grosse polémique de la Coupe du Monde 2018 où il avait refusé d'être réserviste en précisant à Deschamps qu'il n'était pas à sa disposition. Un choix qu'il a éloigné des Bleus pendant 2 ans avant que le sélectionneur le rappelle dans le groupe victorieux à la Ligue des Nations 2021. À partir de là, il est devenu un cadre de l'équipe de France en participant à la Coupe du Monde 2022 et à l'Euro 2024 en étant titulaire à chaque fois. Il approche maintenant tout doucement des 50 sélections et à 29 ans, il a encore le temps de les enchaîner et peut-être aussi de remporter un titre majeur avec les Bleus. Après ce gros point sur son parcours, on va maintenant se focaliser sur son style de jeu et ses qualités. C'est principalement un milieu relayeur même s'il a joué pas mal de matchs comme milieu défensif. C'est un milieu moderne, box-to-box qui est très précieux à la récupération, hyper dominateur dans le domaine aérien grâce à son 1m88 et aussi intéressant dans les duels au sol grâce à sa combativité. À côté de ça, il apporte beaucoup à la construction, dans la création d'occasions grâce à ses passes progressives. Il se projette efficacement et rapidement avec des courses offensives importantes. Il est tourné vers l'avant et aussi capable d'être décisif de plusieurs manières, que ce soit buteur, à la passe D ou à la passe clé, avec une tendance à souvent cadrer ses frappes, ça c'est très bien. Perso, j'aime bien ce profil de milieu de terrain qui peut faire le boulot défensivement mais qui sait aussi faire progresser le jeu en se projetant. En étant aussi capable de se montrer décisif statistiquement parlant, il sort d'ailleurs de 2 belles saisons en termes de stats, 9 buts 6 passes D en 2022-2023 et 5 buts 3 passes D la saison dernière. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour un milieu relayeur. Sur le plan défensif, c'est un joueur endurant et athlétique qui a un gros volume de jeu et qui peut enchaîner les courses à haute intensité. Le profil est plutôt complet à mon sens et ça colle parfaitement au jeu de Deserbi. Il va apporter de la présence dans l'entrejeu en rassurant les défenseurs et il a toutes les qualités pour se montrer impactant sur les phases de transition et dans la construction du jeu
jeu en général, en formant un bon duo avec Højbjerg. Alors maintenant, pourquoi le transfert d'Adrien Rabiot est un énorme coup des dirigeants et pourquoi ça s'accompagne d'un engouement aussi important? Déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on pensait que c'était impossible et je pense qu'on a tous eu du mal à y croire quand la faute de Fabrizio Romano est sortie. Je le pensais promis à des clubs qui jouent la Ligue des Champions parce que c'est un joueur qui a des références, qui est international, qui connaît parfaitement le très haut niveau. C'est aussi un joueur qui est dans la fleur de l'âge avec de la maturité, mais avec encore de belles années devant lui. L'autre élément qui me faisait penser que ce serait très difficile, voire impossible, c'est tout l'aspect économique. Il touchait 7 millions d'euros par an à la Juventus, et en plus de ça, quand t'es un joueur libre, il y a une très grosse prime à la signature qui s'ajoute. On a toujours entendu dire que Rabiot et sa mère Véronique étaient très durs en affaires, et forcément quand t'as pas des moyens extensibles, ça peut coincer à un moment donné. Finalement, il aurait fait des efforts financiers en demandant une prime à la signature moins importante qu'au départ, et probablement moins importante que ce qu'il avait touché à la Juventus. À l'époque, c'était 10 millions d'euros, donc on verra quand on aura plus d'infos à ce niveau-là. On connaît pas le montant du salaire, mais de ce qu'on a cru comprendre, il y aura des versements décalés à la saison prochaine. Il y a aussi une prime en cas de qualification en Ligue des Champions, donc ça doit être un montage complexe qui permet de rentrer dans les clous. Au final, ce qui nous hype particulièrement dans l'arrivée de Rabiot, c'est l'ambition que ça reflète. On améliore l'équipe en recrutant un joueur international qui est maintenant titulaire chez les Bleus, un joueur très expérimenté qui a joué plus de 450 matchs à 29 ans, plus de 60 matchs de Ligue des Champions, plus de 150 matchs en Ligue 1 et en Serie A, pas loin de 50 sélections en équipe de France et un palmarès très important. À mon sens, on est sur un joueur qui pourrait faire du bien à beaucoup d'équipes européennes, un profil assez complet, l'expérience du très haut niveau et une certaine régularité dans les performances. Il a aussi des matchs références en Ligue des Champions, notamment le 4-0 face au Barça avant la catastrophe du retour. Il y a aussi un match face au Real où il remplace Verratti en tout début de match et où il avait été très bon. Il avait aussi marqué au Bernabéu si je me souviens bien. En équipe de France, il enchaîne les matchs en étant un élément important du 11 de Deschamps, même s'il n'était pas au dernier rassemblement, comme il était sans club et forcément à court de compétition. Sur le plan des blessures, il a régulièrement de petits pépins physiques qui ne l'éloignent jamais des terrains trop longtemps. Il y a quelque chose qu'il faudra surveiller quand même, c'est les blessures au mollet qui encore une fois ne l'éloignent pas des terrains pendant une grosse période, mais qui sont revenus à 3 reprises depuis 1 an et demi. En tout cas, pour revenir à son arrivée, avant d'opter pour l'OM à la surprise générale, il était convoité par le Milan et l'Atlético. Son nom a récemment été associé à Galatasaray, ça parlait aussi de West Ham ou d'un potentiel retour à la Juventus. Mais là où ça nous régale, c'est qu'il a opté pour notre projet alors qu'on a fini 8ème la saison dernière, on n'a pas de Coupe d'Europe à proposer à nos pistes mercato, et pourtant nos dirigeants ont fait un très bon mercato, autant dans les arrivées que dans les sorties de joueurs. Højbjerg, Greenwood, Rabiot, Wai, ça reflète vraiment l'ambition des dirigeants, et maintenant plus qu'à faire une grande saison pour le prouver. Son arrivée met encore un peu plus de lumière sur le rôle crucial de Mehdi Benassia qui a réussi à convaincre De Zerbi en l'appelant au culot, même chose pour Højbjerg et Wai. On s'aperçoit que tous les joueurs ciblés ou presque étaient intéressés par l'OM. Le discours de Benassia a semble-t-il joué un rôle très important et c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que son arrivée porte ses fruits. Ça permet à Longoria de se focaliser sur d'autres choses, il a un gros carnet d'adresses, il apporte de nouvelles idées, un nouveau regard qui est vraiment bénéfique sur le projet. Après c'est le temps qui nous dira s'ils ont eu raison, mais je trouve que ça prend une bonne tournure. L'arrivée de Rabiot nous conforte encore un peu plus sur l'ambition des dirigeants pour le projet porté par De Zerbi. Malgré tout, on peut aussi relever certaines interrogations parce que ça reste un joueur qui a du caractère. On se souvient quand il a refusé d'être réserviste en 2018, il y a des discussions qui peuvent être compliquées avec son entourage. On a vu au PSG qu'il pouvait partir au clash avec cette direction sans retour possible. Après, j'ai aussi la sensation qu'il n'a pas fait spécialement de vagues depuis plusieurs années ou alors j'ai loupé quelque chose. À la Juventus, ça s'est bien passé. Il est maintenant titulaire en équipe de France puisque les tensions avec Deschamps ont été désamorcées. En tout cas, on a vu qu'il allait toujours à la fin de ses contrats. Il est parti libre du PSG, même chose à la Juve, même s'il avait prolongé la saison dernière, donc c'est pas une vérité générale. Perso, je m'attends à ce qu'il reste 2 ans avant de partir librement. Tu peux difficilement envisager une vente avec lui, mais c'est pas vraiment l'objectif dans ce genre de recrutement. Là, ce qu'on recherche, c'est une plus-value sportive immédiate avec un joueur international qui est habitué au très haut niveau et qui va apporter toutes ses qualités. Après, si les choses se passent bien et qu'on réussit à jouer la Ligue des Champions régulièrement, ça peut aussi lui donner envie de rester et de s'inscrire plus durablement dans le projet. C'est vrai qu'un contrat de 2 ans, c'est pas l'idéal parce qu'il n'aura plus qu'1 an de contrat l'été prochain, et évidemment, dans ce cas de figure, faudra pas le mettre dans le loft. L'idée c'est de compter sur lui pendant les 2 saisons avant de voir s'il y a moyen de continuer, mais on imagine que Rabiot va faire ses 2 ans avant d'analyser les possibilités qui s'offrent à lui. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment hyper content de son arrivée qui illustre bien la nouvelle ambition. Un tel mercato sans Coupe d'Europe c'est juste incroyable et ça donne envie de voir ce qu'ils peuvent nous proposer si on se qualifie en Ligue des Champions avec les gros revenus qui vont avec. Maintenant place au terrain, même si j'imagine que Rabiot ne sera pas titulaire d'entrée de jeu. Je vois De Zerbi faire confiance à Kondogbia sur les prochains matchs en donnant progressivement des minutes à Rabiot avant qu'il ne s'installe définitivement.
Hâte de voir ce que ça va donner en pratique. Son arrivée rebat les cartes au milieu de terrain parce qu'on a Kondogbia, Højbjerg, Rongier, Rabiot et Ismaël Koné. Je pense que Koné jouera effectivement un cran plus haut, mais là encore on va se retrouver avec 3 joueurs pour un poste, Harit, Carboni et Koné, même si Harit peut aussi dépanner sur les ailes en cas de besoin. Après, pour revenir au milieu de terrain, une blessure est vite arrivée, donc on aura besoin de tout le monde. Ce sera pas du luxe de pouvoir compter sur Kondogbia, Rongier ou Koné, tout en sachant qu'en principe la concurrence tire tout le monde vers le haut si elle est saine. Quand on regarde bien, on a un effectif bien fourni, mais on a déjà identifié le chantier principal du mercato d'hiver. Faut faire des ajustements pour les latéraux. Garcia et Lirola, c'est pas de l'assurance tout risque, y a pas énormément de garanties avec eux. Murillo n'est pas fantastique sur le début de saison, Meite doit se contenter de quelques minutes en fin de match. Finalement, on a que Quentin Merlin comme certitude, mais quand il s'est blessé, il a fallu bricoler. Rendez-vous au mercato d'hiver pour voir ce qui nous attend dans ce secteur de jeu, parce que je m'attends à ce que ça bouge. De mon côté, j'arrive à la fin de cette présentation, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée par la suite. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Il y a du contenu qui est prévu d'ici la fin de semaine et également la semaine prochaine. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez recrue dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.